vous avez des observations, puisque je ne connais pas tout et que je peux me tromper sur certains détails, certains critères. N'hésitez surtout pas. Du coup, voilà, du coup, les cyperacées, donc ça fait partie d'un ordre gigantesque qui s'appelle les poales, avec beaucoup d'individus et de plantes. En France métropolitaine, on a surtout les poacées, les joncacées et les cyperacées. Donc c'est ce qu'on appelle vulgairement hein, l'herbe. Tout le monde appelle ça comme ça, mais c'est un peu dommage, je trouve, puisque c'est très riche et très diversifié. Voilà, là j'ai résumé un peu à travers le monde, hein, donc il y a environ une dizaine de familles qui sont réunies là-dedans, même si nous n'en avons que 3 en France, et à peu près 1000 genres et 20 000 espèces. Bon, c'est des chiffres pour se donner une idée, hein, évidemment, c'est peut-être pas exactement la réalité, mais tout dépend des points de vue et des classifications, et vu que la classification est un point de vue, de toute façon, ça va ensemble. Bon, là, une petite illustration hein, d'une plante qui est cultivée absolument partout dans le monde. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout dans la famille des cyperacées, qui est, comme c'est écrit ici, une famille cosmopolite. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y en a à peu près partout dans le monde. Il y a une centaine de genres, à peu près 5000 espèces. Ça c'est comme avant, c'est des chiffres un peu pour se donner, pour avoir un ordre d'idée, mais c'est pas à suivre à la lettre, enfin au chiffre pour être exact. En France, il y a 16 genres. Ça, pour le coup, c'est le nombre exact, hein, qui sont répertoriés en tout cas dans Flora Gallica. Et au moins 200 espèces. Alors, j'ai pas tout compté, mais les Carex, il y a déjà environ 120, 130 espèces. Donc, voilà, je pense on peut tabler sur les 200 facilement. Donc là, il y a quelques genres qu'on retrouve aussi dans cette famille, qui sont les Eleocaris, les Schwenoplectus, Cirpus, Serpoides, Blismus, etc. Il y en a d'autres. Pour différencier les genres à l'intérieur de la famille des cyperacées, ça peut paraître un peu délicat quand on les a jamais vus et qu'on doit faire les clés, parce qu'il faut regarder attentivement les critères qui sont très souvent pas faciles pour le coup à observer, notamment la disposition des fleurs, etc. Donc voilà, faut s'armer un peu de patience et au début quand on trouve évidemment un individu qu'on ne connaît pas, mais après ça va vite une fois qu'on a trouvé le genre. Ça, ça va, ça va vite. Mais ça se fait, effectivement, c'est très empirique et les clés aident et il faut aussi utiliser des bases de données photos, hein, ça on le fait tous et toutes et c'est super important. Ça permet qu'on ne comprend pas un critère, parfois visuellement ça marche plus que trois pauvres mots absolument incompréhensibles dans une clé. Donc là j'ai mis quelques photos hein, pour représenter la diversité de la famille. Donc ça c'est un Eleocaris ovata. Alors lui, il est très particulier pour le genre, mais il est beau. Donc, puis j'avais cette photo sous la main, donc je voulais vous le montrer. Ça pousse dans les vasières exondées hein, en fin d'été. Celui-là, on l'a trouvé dans la Dombe, au-dessus de Lyon, en septembre. C'est une très très belle espèce. Donc ça, c'est le genre Eleocaris. Ensuite, bon bah ça, un grand classique. Alors cette espèce n'est pas très classique, mais le genre, en tout cas, tout le monde connaît. C'est le genre Cyperus, qu'on appelle aussi le souchet en français, qui comporte des espèces, une espèce notamment envahissante qui est assez commune, qu'on retrouve partout. Et puis ça, il y a aussi le papyrus hein, qui est cultivé, qui fait partie du genre. Et ça, c'est Cyperus rotondus, qu'on a photographié dans les rizières de Camargue en fin d'été aussi, un excellent spot. Si vous cherchez des endroits où aller en septembre, fin septembre, il faut aller là-bas parce que les rizières sont extraordinaires. Mais il y a des adventices, des messicoles vraiment très 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 intéressantes, les Eterantera, des trucs qui viennent de l'autre bout du monde, qui sont très curieux pour la flore française. Je vous invite à y aller. Donc Cyperus. Ensuite, là, on commence à attaquer. Bon, ça, c'est des genres un peu compliqués. Là, il y a pas mal d'espèces qui sont très similaires. Ça, c'est un Schwenoplectus. Il n'y a pas énormément d'espèces pour ce genre, mais elles se ressemblent pas mal. Il faut regarder la forme de la tige, hein, qui est soit trigone, soit triquètre. Donc je rappelle trigone et triquètre. C'est un triangle très aigu, puis trigone c'est un peu plus ovale, un peu plus arrondi. Donc ça c'est Schwenoplectus mucronatus, qu'on retrouve, qui a été pris aussi dans les rizières de Camargue et qu'on a aussi vu en fait 2-3 semaines avant dans la Dombe. Hein. Donc c'est un habitat qui est vraiment
Pardon, une plante qui est vraiment feuillée aux habitats humides. Ça, c'est un autre Schwenoplectus qui s'appelle Tricheter. Donc là, sur une petite photo comme ça, c'est pas évident de le déterminer. Je l'ai juste montré pour faire la comparaison entre celui d'avant, hein, Micronatus et Tricheter. Donc là, on en a un, Micronatus, il a été pris en fin de saison. Là, il est déjà en fruits, etc., qui sont à l'intérieur, cachés dans les inflorescences. Là, on est en pleine floraison pour Schwenoplectus Tricheter. Donc lui, comme son nom l'indique, il a la tige trichètre. Et alors lui, il a une écologie assez particulière puisqu'en fait, il se développe quasi exclusivement, sauf cas rares, mais quasi exclusivement les pieds dans l'eau, au bord de l'eau, enfin au bord des rivières pardon, et des retenues d'eau, et dans des espèces de vaselières, quoi. Donc c'est toujours inondé. Donc là, comme on voit sur cette photo que j'ai pris sur un site où je bossais l'année dernière, du coup, on a vraiment le bon exemple, hein. Donc là, on voit c'était sur le Rhône, au-dessus de Lyon, pardon. Donc là, à gauche, on voit les populations de Chenoplectus tricheter, qui est protégée et sur liste rouge dans la région Rhône-Alpes, qui sont évidemment, hein, comme je l'ai indiqué juste avant, les pieds dans l'eau. Ça, là, c'est une énorme population. C'était assez extraordinaire. On voit derrière les roselières. Donc c'est très et ça, voilà. Donc ça, c'est la population vue de près. Et il y avait des linéaires comme ça de dizaines et des dizaines de mètres. C'est assez extraordinaire. Il faut savoir que les Schwenoplectus, ils peuvent s'hybrider. Et alors, c'est là que ça commence à devenir compliqué. Je vous laisserai le soin de découvrir ça par vous-même. Nous ne sommes pas là pour ça, mais il y a de quoi s'amuser dans ce genre. Donc tout se groupe par des espèces qui sont au bord de l'eau, triquétaires, les corals, etc., qui peuvent s'hybrider, bien entendu. Alors ça, ça s'appelle le chouin noirâtre, donc c'est Chouenus nigricans. Ça, c'est un autre genre qui comporte très peu d'espèces, qui est vraiment facile à identifier pour le coup. Enfin, un truc aisé pour les débutantes et les débutants. Lui, dans le sud de la France, il est vraiment commun. On le retrouve assez partout. Dès qu'il y a un peu de flotte et que c'est un peu calcaire, hop, ça se développe. On est prairies, pas très loin des dunes, etc. aussi. Plus proche de la mer, on peut le retrouver. Cette photo, elle a été prise au Gros du Roi, par exemple, hein, donc c'est vraiment. On était sur on était en Sansouire en fait. Enfin, plus ou moins Sansouire, on va dire. Donc c'est des habitats très soumis au ciel. Donc c'est une amplitude écologique assez large quand même pour cette espèce qui est assez courante. Donc là, il est en fruits, hein, c'est en fin de saison, on voit bien que c'est tout cramé. Mais c'est une très belle espèce. Ensuite, alors ça, c'est une autre espèce du même genre, Schwenus. Alors lui, du coup, il est très très rare, c'est Schwenus ferrugineus, le chouin ferrugineux. Protection nationale, c'est une espèce qui se développe dans les bas marais alcalins. Donc, faut vous en douter, les bas marais alcalins, ça court pas les rues. Du coup, forcément, cette espèce ne court pas les rues. Et elle a une écologie très spécifique, ce qui en fait évidemment sa rareté. Alors, comme on le différencie de l'autre espèce, hein, c'est très facile. Vous voyez la densité de l'inflorescence qui est beaucoup plus faible, évidemment, chez Ferrugineus que chez Nigricans. Et aussi, il fait moitié moins de taille. Enfin, même pas moitié moins, ça fait 10 cm, quoi, 10-15 cm maximum, alors que Schwenus nigricans, il dépasse, il peut faire 1 mètre, quoi, aisément. Tout en écologie très stricte, voilà. Donc ça, c'est une espèce protégée au niveau national. Donc si vous en voyez un jour, eh bien, vous les pointez et vous envoyez ça au CBN du coin. Du coup, on arrive enfin au genre qui nous intéresse ce soir, qui est le genre Carex. Donc dans le monde, il y a environ 2000 espèces. Environ. Alors là, on peut en parler un peu, hein, puisque alors, je suis pas expert dans la flore mondiale, mais euh, je suis tombé sur des espèces en photo évidemment, hein, qui poussent au Japon, en Amérique, etc. Et j'ai l'impression que beaucoup de ces espèces sont tout simplement des vicariantes de. Pardon, est-ce que vous m'entendez? J'ai des. Ça coupe un peu, ouais. Ouais, c'est bon là? Ouais.
Ok, désolé, j'ai débranché le câble sans faire exprès. Du coup, je disais que j'ai l'impression que dans ce genre, il y a beaucoup d'espèces qui sont vicariantes. Donc, pour rappeler ce que c'est qu'une espèce vicariante, c'est une espèce qui dépend de la même écologie, qui est à peu près, avec des guillemets évidemment ironiquement, c'est-à-dire beaucoup, la même forme qu'une autre espèce. Notamment en France, on a ça beaucoup avec les saxifrages, hein. On pense évidemment à eux, les saxifrages en montagne, hein, tout le groupe Cbenensis, tout ça là, qui sont très 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 similaires. Donc voilà, j'ai l'impression que chez les Carex, on observe beaucoup ça. Moi, j'ai vu des photos de Carex vesicaria des États-Unis qui ont des noms imprononçables, Turfi, je sais pas quoi. Enfin, bref. Donc il y a quand même une grande diversité dans le monde. Après, je suis pas du tout expert loin de là, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des grosses ressemblances morphologiques quand même dans toute cette diversité et que euh, et que c'est à prendre avec des pincettes, hein, les 2000 espèces. Évidemment, on se posera toujours la question et on aura toujours le regard critique sur la notion d'espèce. Donc 2000 espèces environ sur la planète. Euh, 120 à 130 espèces en France. Bon, c'est une moyenne, hein, c'est pareil si on considère toutes les sous-espèces, etc. Il y a plusieurs groupes, c'est-à-dire que c'est un genre qui est tellement diversifié qu'on a réuni ça en différentes sections. Donc je ne vais pas les présenter là de manière précise puisque c'est pas le but de la présentation, mais vous pouvez vous référer à la flore des Carex d'Europe, hein, qui n'est pas celle que j'ai mise ici, ça c'est une autre, mais la flore des Carex d'Europe de Jacob Koopman. Je pourrais envoyer le lien à ceux qui s'intéressent plus tard, qui lui a énormément travaillé dessus et qui est le spécialiste européen sur ce genre. Et du coup, il y a plusieurs les groupes on va en voir un peu après là, et les groupes que nous on nomme vulgairement en fait, il y a vraiment des réalités taxonomiques derrière, hein, ça s'appelle des sections. Donc il y a la section Paestoglochin, etc. Bref, on va pas les citer, c'est pas très important maintenant, mais voilà, il y a une classification un peu complexe pour ce genre puisque comme tous les genres où il y a une grosse diversité, ou les familles, hein, peu importe d'où on part, on subdivise avant d'aller précisément dans les espèces. Du coup, en France, il y a une monographie excellente, hein, qui s'appelle la Flore des Carex de France, Flore et cartographie des Carex de France, de Gérard Duhamel, qui était un médecin très compétent là-dedans, qui a beaucoup travaillé sur les Carex. Du coup, là, je vous ai juste mis pour rigoler, enfin rigoler, je trouve ça drôle, peut-être pas tout le monde, mais l'index des Carex dans cette flore. Donc là, c'est juste une des nombreuses pages, donc on voit qu'il y a quand même un sacré nombre d'espèces. Donc c'est assez. Et on voit aussi que le livre est vieux, puisqu'il y a des espèces, hein, qui ont évidemment changé de nom. Euh, voilà, donc la flore des Carex de France, ah ben je l'ai pas sorti, c'est dommage. Euh, c'est un ouvrage vraiment spécialisé. À mon sens, le plus important dedans, c'est la description au début, toute l'introduction qui décrit la morphologie, l'écologie, la biologie, etc. des carex. Et la classification, là, c'est vraiment des informations qu'on trouve nulle part, en fait, hein, à part là-dedans. Et aussi, après, il détaille de manière très précise dans les différentes sections, donc c'est là que ça commence à devenir compliqué, c'est quand il y a des groupes vraiment morphologiquement proches. Et du coup, il fait des tableaux récapitulatifs avec, pour chaque espèce, différents critères, hein, les fécules, etc. On verra ça après. Et du coup, ça permet rapidement de s'en sortir quand on trouve des espèces qui appartiennent à un groupe complexe. Donc je conseille, il coûte pas très cher, hein, je l'ai eu pour... Ah non, celui-là, je l'ai pas payé. Mais je l'ai vu sur Internet pour une trentaine d'euros sur les sites de vente dont je ne citerai pas les noms puisque je ne fais pas de pub. Du coup, voilà, la flore des Caraïbes de France. Après, pour les clés d'identification qui sont dedans, moi, je suis pas hyper fan. Peut-être parce que j'ai l'habitude de Flora Gallica, mais je pense que ce qui est le travail de Jean-Marc Tison dans Flora Gallica est plus aisé à utiliser. Ouais, si on peut dire. Je crois que c'est la première fois de la vie que j'entends que la Flora Gallica est plus simple à utiliser qu'une autre flore, mais pour le coup, ça marche très bien, Flora Gallica. Du coup, on va un peu regarder ça tout à l'heure. Mais voilà, il y a une cartographie excellente, il y a des planches évidemment fabuleuses, hein, pour chaque espèce. Donc ça c'est pareil, ça vaut de l'or. Je vous invite à aller voir cet ouvrage. Alors, petite question évidemment qu'on peut tous se poser, tous et tous se poser. Pourquoi ne pas avoir splitté ce genre pléthorique? Bon, la formulation, voilà. Splitter, pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire,
en fait, depuis une soixantaine d'années environ, avec les progrès en génétique, les différentes personnes qui travaillent dans la taxonomie, ils reclassifient en fait tout le vivant. Du coup, il y a des personnes, vu que il n'y a pas une vérité générale, en fait, tout dépend de la vision des personnes qui travaillent. Il y a des personnes qui vont splitter des genres et des familles et des espèces. Donc splitter, ça veut dire littéralement en anglais, c'est diviser, donc c'est séparer, créer d'autres, etc. Et du coup, à l'opposé, c'est lumper, Lumper. Enfin, en anglais, tout lump, c'est l'inverse, ça veut dire plutôt agglomérer, rassembler. Donc en fait, dans le sens naturel, on parle des splitters ou des lumpers. Peut-être que vous avez déjà vu ces mots quelque part, et bien ça se réfère à ça. Du coup, la question c'est pourquoi ne pas avoir splitté ce genre qui comporte plus de 120 espèces? Et en fait, la réponse, elle est quand même assez simple. C'est puisqu'il y a une particularité morphologique qui est propre au carex, c'est l'utricule. Donc l'utricule, c'est quoi? C'est ça, là, c'est le fruit. C'est le fruit fécondé, enfin la fleur fécondée qui forme ce fruit, qui est très caractéristique, qui est en fait, on le voit sur les petits dessins à gauche qui sont euh, tirés de la fleur des carex, des duhamel. Donc il y a la paroi, il y a l'ovaire, etc. C'est quand même très 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 propre à ce genre. Et du coup, c'est pour ça que tout a été rassemblé dedans, malgré la diversité morphologique qu'on va voir juste après de ce taxon. Voilà, c'est l'utricule. Donc là, il faut marquer. Placé à son extrémité supérieure d'un orifice par où sortent les stigmates. Bon, là, ça veut juste dire en fait qu'en haut, il y a un trou et puis hop, c'est par là que ça sort. Et bordé d'une bractée qui complète la fleur. Alors la bractée, ça c'est quelque chose qu'il va évidemment vous falloir bien regarder puisque c'est parfois demandé la forme, la taille, etc. Donc ici, on voit un utricule de Carex. Carex pilulifera, bon la photo est pas très belle, je m'excuse, c'est pas évident dans une binoculaire, c'était juste pour présenter la forme, donc on voit en bas, hein, c'est là où c'était attaché, puis en haut il y a cette espèce de bec, qu'on va voir juste après. Mais celui-là il est particulier, c'est utricule puisqu'il est très poilu, et il va falloir aussi être capable d'observer la pilosité de l'utricule. Donc ça c'est un autre Carex, Carex hirta, un taxon assez commun en, en fonction d'où on est, mais la photo est sympa puisqu'on voit déjà on voit la bractée hein, qui cette fois-ci est restée dessus. On observe un petit peu entre guillemets si on le sait regarder en bas qu'il y a sur les bords de la bractée ce qu'on appelle des marges hyalines, HYAL hyalin, ça veut dire en fait sans chlorophylle quoi, donc c'est blanc et transparent. Donc là on le devine un petit peu. Que j'invite à regarder de plus près après de l'autre côté. Donc les Carex hirta, il porte bien son nom, hein, il a tous ses utricules tous ces poils pardon, sur les ventricules, et puis on devine en haut le bec. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir évidemment regarder bien attentivement, c'est la forme du bec. Donc le bec, c'est ce qui dépasse en haut, donc c'est là où se situe l'ouverture. Et ici, on devine encore plus, enfin encore moins du coup, les restes des styles hein, qui se font la malle. Là, alors là, je vous ai mis juste pour avoir un petit aperçu les clés de respectivement Flormed et Flora Gallica. Donc on voit bien, hein, ça fonctionne sur les utricules et les écailles, voilà, utricules, écailles, etc. Les utricules, les écailles encore. Et en bas sur Flora Gallica, voilà, il est ici pour le nombre de fleurs. Voilà, faut toujours, en fait, c'est les critères les plus importants à observer pour les clés. C'est pas les seuls, mais les plus importants, c'est les utricules et les bractées. Hein, c'est là que ça va se jouer. Les bractées, les écailles, par contre, c'est la même chose. C'est vrai que j'ai dit bractées, je crois que c'est un peu un abus de langage, on devrait plutôt appeler ça écailles. Mais j'ai déjà dû voir bractées quelque part. Enfin, bref. Donc les écailles, c'est bien ce qu'on a vu avant, je vous remets juste la photo de. Voilà, c'est ça. Hop, écailles. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ça que ça fait un petit peu peur, je pense, pour les personnes qui débutent en botanique et qui veulent qui sont pas très familiarisés avec les clés. Ça fait peur, mais si si on s'arme de patience, qu'on a un peu de biblio, donc il suffit juste d'avoir Flora Gallica ou Flormed ou d'autres flores en fonction d'où vous êtes. Mais bon, avec PlanteNet, ça marche pas très bien. Donc voilà, avec une bonne clé et une bonne loupe, vous pouvez aisément arriver à identifier à identifier l'espèce. Il faut prendre évidemment d'autres informations qui peuvent aider en cas de doute, hein, notamment l'écologie de la plante, si c'était plutôt sur silice ou plutôt sur calcaire, etc. Ça, on va le voir après de toute façon. Voilà, là, c'est
quelques formes de bec, hein, qui peuvent être demandées avec voilà, fendu. Donc on voit bien la fente qui revient jusqu'en haut de l'utricule. Bifide qui se sépare en deux. Excusez-moi. Ici on a un utricule en encoche, le bec pardon en encoche. Ici tronqué, voilà, toniquement tronqué. Donc ça c'est les critères. Alors la forme du bout des becs, c'est parfois dur à voir. Là, généralement, il faut prendre notre binoculaire. Les critères sont rarement demandés sur ça, mais il faut avoir l'œil, quoi. Ça, c'est pas évident. Surtout si le tricule il est pas à maturité, bah là, ça devient un peu délicat. Mais voilà, c'est sympa de voir la diversité des becs et puis c'est aussi demandé. Il faut savoir regarder. Autre chose qu'il faut regarder, hein, évidemment, ça c'est la base la plupart des clés fonctionnent comme ça. Donc les caractères qui sont divisés en deux groupes en fonction de la forme de l'inflorescence et de la répartition des fleurs mâles et des fleurs femelles. Donc voilà, là il y a marqué les caractères, enfin, j'ai écrit les caractères dits hétérostaqués. Donc là j'ai repris la terminologie de Jean Martison dans Flora Gallica. Donc hétérostaqué, ça veut dire quoi? Bah, c'est simple, hein, hétéro, ça veut dire différent, et puis staqué, ça se rapporte pardon, à la forme de l'inflorescence. Et du coup, on observe bien l'épi mâle qui se situe tout en haut, et là, il y a deux épis femelles, enfin, deux épis avec des fleurs femelles, qui sont bien différenciés. Donc ça, c'est hétérostaqué. Ça porte d'autres noms aussi, mais je pense que celui qui est le plus couramment utilisé, c'est hétérostaqué. Et là, c'est pas du tout monostaqué, je me suis gouré, c'est homostaqué. Et du coup, donc là c'est l'inverse, c'est que chaque inflorescence porte et des fleurs mâles, qui sont généralement en haut mais pas tout le temps, et des fleurs femelles qui sont généralement en bas mais pas tout le temps, parfois c'est inversé. On va voir une espèce tout à l'heure qui présente ce cas de figure. Mais donc ça, ce sont les espèces homostaquées et hétérostaquées. Ça c'est évidemment important à savoir puisque ça part de ça le groupe. Ensuite, il faut avoir le coup d'œil pour, bon, c'est pas très compliqué, hein, mais au niveau de la souche, hein, est-ce que c'est plutôt rhizomateux? Donc là, comme on le voit sur ce Carex cutiformis dans les montagnes, hein, qui forme des colonies lâches, hein, donc rhizomateux, ça fait des rhizomes, c'est très répandu. Ou au contraire, des souches cespiteuses, comme ce splendide Carex sempervirens, Ferruginea ou sempervirens, l'un des deux, je ne sais plus, de montagne. Donc là, on voit bien la souche qui est cespiteux, comme c'est écrit, qui forme quelque chose de très aggloméré. Et ici, c'est donc un carex hétérostaqué, puisqu'on voit de l'inflorescence mâle en haut et trois épis femelles qui viennent en bas. Leur taille, bon, ça, c'est pas souvent demandé dans les clés, mais c'est toujours quelque chose d'intéressant à savoir observer, puisque ça, si on arrive sur la clé à quelque chose une espèce qui est marquée de 5 à 15 cm et qu'on se retrouve devant ce machin-là qui fait 1m10, c'est qu'on s'est gouré. Donc ça c'est Carex pendula. Et ici une toute petite espèce, un autre Carex ornithopoda, sous-espèce ornithopoda, plutôt en montagne, qui est vraiment minuscule et qui fait partie d'un groupe avec 2-3 autres espèces qui sont pas toujours évidentes à différencier, mais voilà. Du coup, il y a des grands et des petits carex, des rhizomateux, des cespiteux. Tout ça, c'est un peu des choses qu'il faut savoir observer puisque c'est quand même assez important pour l'identification. Une autre chose aussi, bon, c'est pas très scientifique, mais dans les flores, souvent, vous avez l'écologie de la plante qui est indiquée. Donc, est-ce que c'est plutôt dans les forêts, plutôt dans des prairies, dans des pelouses, dans des marais, etc. Et la répartition, ça peut aider pour la détermination quand il y a un critère qu'on n'arrive pas à comprendre. Est-ce que le bec il est oblique ou tronqué normal et qu'on n'arrive pas à le voir ou que le tricule n'est pas formé? Bah, là, on peut s'aider de ces critères. L'écologie, ça marche assez bien puisque les carex sont, sauf quelques espèces, la plupart ils sont assez fidèles, ont des exigences écologiques assez strictes. Donc des carex de tourbière, on les verra jamais dans les pelouses. La répartition, normalement, c'est fiable aussi. Par contre, pour citer Jacob Cookman, dont je vous parlais tout à l'heure, qui contredit ce que je vous dis, mais donc c'est pas grave, on s'en fiche, il a dit qu'il faut pas se fier aux répartitions, parce que sinon on ne fait jamais de découverte. Il n'a pas totalement tort.
Mais ça peut aider, voilà, en cas de gros doute, hein, si on voit, si on est dans les Calanques et qu'on voit un Carex des Vosges, bon, il y a peu de chances que ça soit, c'est assez possible, mais il y a peu de chances, donc il faut toujours après checker avec des photos, etc. Récolter si la population est grande, on peut prendre un individu, hein, c'est pas si grave. Mais voilà, en cas de doute, si on comprend pas les critères des becs, etc., des utricules, on peut regarder l'écologie et la répartition, généralement ça aide pour s'en sortir. Ensuite, bon voilà, hein, ça c'est le classique, c'est quelque chose qui va vous être demandé, c'est de savoir compter le nombre de stigmates. Donc ça c'est pas évident du tout, puisque on va vous demander de savoir le nombre de stigmates d'une part, et d'autre part d'avoir les utricules formés, ce qui est normalement pas possible, puisque à la maturation de l'utricule, les stigmates tombent, ça devient donc délicat de les compter. Donc il y a plusieurs petites astuces. Alors déjà la première, si vous tombez sur un carex et que vous voyez deux stigmates, ça ne veut pas forcément dire que c'est un carex avec deux stigmates, il faut bien regarder partout, puisque dès lors qu'il y a la présence d'un seul utricule, comme on voit ici avec trois stigmates, ça veut dire que le carex entier a trois stigmates et que sur tous les autres, il y en a un qui est tombé ou deux et du coup on ne le voit pas. Donc si vous avez un utricule avec trois stigmates, le carex fait forcément partie des groupes de ceux à trois stigmates. Par contre, si on a deux, ben, l'inverse n'est pas faux. S'il n'y a que deux stigmates, ça ne veut pas forcément dire que que le carex fait partie des groupes de carex à deux stigmates. Du coup, une petite astuce très pratique sur le terrain, c'est que, alors, c'est pas 100% vrai, mais je dirais quand même 95% vrai, c'est que si vous avez trois stigmates, l'utricule sera généralement plus gros et plus renflé sur un plan comme un ballon, quoi, comme un petit ballon de baudruche, alors que les carex avec deux stigmates, on peut penser par exemple, je crois, à carex nigra, qui fait des utricules très plats, puisqu'il y a moins de stigmates. Voilà, ça c'est quelque chose de très empirique, mais visiblement chez moi ça fonctionne assez bien, donc je pense qu'il n'y a pas de raison que ça fonctionne mal chez vous. Donc il faut essayer de croiser un peu tout ça, hein. D'abord on va essayer de les compter, puis si vraiment il n'y a plus du tout aucun stigmate, puisqu'on est en fin août et que tout est sec, et que vous avez des utricules très plats, c'est très probablement un carex à deux stigmates, et inversement, si c'est des gros utricules, c'est plus probablement un carex à trois stigmates. Voilà. Ça, je serais curieux d'avoir d'autres avis là-dessus, mais on m'a déjà dit ça plusieurs fois, j'ai déjà observé plusieurs fois sur le terrain, pourtant ça n'existe nulle part dans les clés, mais bon, c'est voilà, une bonne astuce. Voilà, donc là on va parler un peu de l'écologie. Bon, on va être succinct, pardon, parce que je ne suis pas écologue déjà, et que c'est un peu compliqué l'écologie des plantes dans leur globalité, surtout quand on parle de 130 espèces différentes. Mais bon, toute globalité, voilà. Donc la zoochorie, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, la zoochorie c'est juste la dispersion des graines hein, par les animaux, les insectes, qui sont les animaux. Donc là, l'élaiosomes, c'est une partie du fruit. Bon, ça c'est de la bio, on s'en fiche un peu, mais c'est juste pour dire que chez certaines espèces, notamment Caryophyllacea, Montana et Pulifera, il y a des fourmis en fait qui viennent tout simplement bouffer l'huile qui est formée dans la paroi cellulaire des jeunes utricules. Et du coup, les fourmis emmènent les utricules dans les fourmilières et en se faisant, les graines se font disperser, les fruits se dispersent. Ça rappelle évidemment, hein, ça rappelle évidemment un papillon qui est l'azuré du serpolet, qui a à peu près le même fonctionnement, puisque les fourmis prennent les œufs et les emmènent dans la fourmilière et les couvent, et les œufs forment des chenilles, des larves, qui ensuite, 2 ou 3 ans plus tard, qui ensuite sortent. Donc c'est assez rigolo le petit parallélisme, le petit parallèle, pardon, entre ces carex et ce papillon. Mais voilà, après hydrochorie, alors ça c'est assez intéressant aussi. Certains carex... Juste, je Oui, t'interromps hein, parce il y avait Johan qui demandait par rapport aux utricules si ça rejoignait la notion de la forme avec des faces ou sans faces. J'étais en train de répondre, mais euh, ah, pardon, globalement, si l'utricule est plat, en forme de lentille,
ces deux stigmates, c'était ce que tu Bah, disais. Et ouais, s'il est rempli, ça correspond à un akène qui est trigone, quoi. Parce que il y a le lien entre la forme de l'utricule et la forme de l'acène qui est le fruit à proprement parler, quoi. oui, oui, complètement, ouais, ouais, c'est évidemment lié. Ouais. Excusez-moi, j'ai pas accès en fait aux messages, du coup je ne vois pas les. Ouais, c'est pour ça. Et, Hésite pas. et, et du coup, par contre, sur les lyosomes, dans mon esprit, il était sur la chaîne lui-même et pas sur l'uticule, mais ça me pose une question du coup. Ok, alors c'est une excellente question puisque j'ai trouvé cette info dans un excellent travail de Lionel Bellassène et tout sur les cyperacées du Gers. Donc Ah ouais. peut-être c'est possible que ce soit pas que tu aies raison, que ce soit pas sur les utricules, mais sur les jeunes akènes qui sont les fruits directement qui sont à l'intérieur. Hein. L'utricule c'est ce qui englobe et les akènes sont à l'intérieur. C'est possible, faudra vérifier. Après, je pense que la différence au pire importe pas tant que ça, puisque ce qui est intéressant, c'est que ce soit les fourmis qui le récupèrent. Mais effectivement, ce serait à vérifier. Complètement. Mm, mm. Ce serait à vérifier. Du coup, voilà. Donc j'en étais à l'hydrocorie. Bon, là, on reprend le même concept, hein, sauf que c'est avec l'eau. Du coup, là, voilà. Certains carex inféodés au cours d'eau ont les utricules qui tombent un à un pour éviter la compétition intraspécifique. Développement uniquement en bande étroite. Donc là, on note carex pseudocyperus et Elata comme exemple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, inféodé, pour ceux qui ont un doute sur ce mot, ça veut juste dire qu'il se développe uniquement dans, donc là, les cours d'eau. Donc, c'est des plantes qui peuvent se développer que, c'est un langage, c'est pas dans le cours d'eau directement, mais c'est en bordure de cours d'eau. Donc, on verra jamais dans une forêt de sapins, par exemple. Et donc là, Pseudocyperus, c'est donc celui qui est illustré en bas. C'est très particulier puisqu'effectivement, les utricules tombent un à un. Pourquoi? Parce qu'en fait, si l'épi pardon, tombait en entier et qu'il est emporté par l'eau et qui se fait porter sur la rivière, la berge, pardon, toutes les graines ensemble, ça va créer une compétition forte pour la germination et l'ancrage dans le sol. Du coup, l'évolution a fait que les utricules tombent un à un. C'est vraiment spectaculaire puisque quand on va aller voir des stations de Carex pseudocyperus en fin de saison, moi j'avais vu ça en juillet, je crois, même en juillet, août. Il suffit juste avec, il y a l'inflorescence qui est bien pendante comme ça. Il suffit juste de passer son doigt et en fait il y a tout qui tombe. C'est vraiment fabuleux. Et attention, ça pique par contre. Celui-là, il pique les mains. Enfin, je vous laisse faire votre expérience, mais voilà. Donc ça, c'est aussi un mode de dispersion très particulier des fruits de certains carex. Et du coup, ils se développent uniquement en bande étroite. Ça, c'est lié à leur écologie, puisque ils vont jamais aller trop loin dans les terres. Ah, ça peut aller un peu, mais pas plus de quelques mètres. Donc ça forme vraiment des linéaires. Là, on note l'analogie avec le Schonopectus triqueter que je vous ai illustré tout à l'heure. Du coup, là, on va attaquer la partie sur les espèces, hein, tout simplement. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est compliqué sur photo, puisque une espèce, ça s'appréhende dans son milieu en entier, avec plein de critères, etc. Mais bon, ça permet au moins de faire un tour et puis de prendre quelques notes sur les espèces types de certains habitats. Donc là, on va parler au début des marais. Bon, le nom est un peu, voilà, un marais alcalin ou neutre, marneux ou tourbeux, riche en base, donc ça reste quand même assez large. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des marais alcalins et non pas acides, ce qui est très important. Donc en premier, on a Carex acutiformis, qu'on avait déjà vu tout à l'heure, qui est lui rhizomateux et glauque. Donc également, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, glauque, hein, c'est une couleur en botanique. Donc cette couleur un peu cendrée, bleu cyan. Donc Carex acutiformis. Mais lui fait partie d'un groupe où il y a deux trois autres espèces. C'est un peu difficile parfois à déterminer. Donc il faut bien regarder les clés pour ce groupe-là. Donc acutiformis, etc., etc. Là on a Carex davaliana. Alors là, lui, c'est pour le coup un Carex très simple à identifier, puisqu'il a une écologie beaucoup plus stricte que Carex acutiformis, que lui on peut retrouver dans les marais, mais aussi au bord des étangs, etc. Lui, on le retrouve vraiment exclusivement dans les bas marais alcalins. Donc cette photo, elle a été prise au-dessus de Gap, dans un bas marais assez célèbre où il y a beaucoup de choses à voir. Et d'ailleurs, le nom de l'habitat, hein, des bas marais alcalins en phytosociologie porte le nom du Carex davaliana, puisque c'est le Carition davalianais. Donc, on s'en fiche un peu, mais c'est pour l'anecdote. Et pour voir que, en fait,
cette espèce caractérise complètement, avec d'autres, cet habitat. Donc lui, c'est un des rares carex à être monoïque, donc il y a des inflorescences femelles, des pieds femelles, pardon, comme ici, illustrés, et des pieds mâles. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir, c'est que là, les utricules, bon, la photo elle est un peu de travers, mais les utricules ils partent complètement à l'horizontale. Donc ça, il y a plusieurs espèces qui font ça. Mais voilà, celui-là, il le fait tout particulièrement. Très facile à reconnaître. Qu'est-ce que c'est que ce carex-là? Ça, c'est un autre carex du groupe Acutiformis. C'est carex Acutiformis d'ailleurs, je sais pas pourquoi il est en deux fois. Mais là, on le voit, il a. Oui, voilà, bon, excusez-moi, c'est un petit bug, il y a deux fois la même espèce. Bon, voilà. Là, on arrive dans un groupe un peu délicat qui porte parfois à problème. C'est le groupe du Carex viridula. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder dans ce groupe? Là, donc, on se rappelle qu'on est dans un bas-marais alcalin, donc on a toute une flore très particulière qui se développe. Et si on voit un Carex comme ça, de ce groupe-là, on en verra un autre après, hein, qui a exactement la même tronche, vous verrez. Un carex de cette forme-là, avec l'épimale qui est pédonculé, quasiment toujours, pas toujours, mais quasiment toujours, c'est carex Lepidocarpa, qui est vraiment très classique dans cette formation végétale, hein, dans les zones marais alcalins. Qu'est-ce qui caractérise ce groupe de carex viridula, Lepidocarpa, flava, babyssa, etc. C'est ces espèces de boules d'utricules très compactes avec des fruits qui partent dans tous les sens. Ça fait comme une tête très compacte. Et souvent, ils sont cespiteux. Aussi, ils sont très petits. Hein. Les pédocarpas, je pense que c'est le plus grand d'ailleurs. Mais parmi les, je crois que c'est le plus grand avec pas d'Elissa, mais j'ai oublié, bref. Mais voilà, c'est des espèces assez petites hein, quand même. Hein, ça ne dépasse pas d'Emissa, qu'on verra après, je crois. Ouais, 10 cm, pas plus. Quoi. Donc c'est vraiment des petits trucs en touffe, les pieds dans l'eau. Donc ici, on est sur le Carex Lepidocarpa. Un autre critère pour cette espèce, bon alors là, c'est un peu compliqué. Mais si on prend, alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, j'espère que oui. On va dire que oui. Oui, on la voit. Ok, parfait. Alors du coup, là, vous avez l'inflorescence, une inflorescence ici, c'est bien parce qu'elle est de face. Et en fait, vous voyez que à partir de, si on prend la longueur comme ça, à partir de un peu plus de la moitié, donc toute cette partie-là, la partie du bas là, qui doit faire les 2 tiers, on va dire, de l'inflorescence, les utricules, ils sont penchés vers le bas. On le voit très bien ici. Et à partir des 2 tiers, ça part à l'horizontale sur les côtés et en haut, hop, ça rebique. J'espère que vous voyez bien ce critère. Ça, c'est demandé dans Flora Gallica. Donc c'est parfois vraiment pas facile à voir, mais bon, ici c'est bien caractérisé. Donc dès qu'on a ça, plus le long pédoncule pour l'inflorescence mâle, et les pieds dans l'eau et des bas-marais alcalins, là, aucun doute possible, c'est bien Carex Lepidocarpa qui est, qui est celui-ci. Alors ça, c'est un autre Carex, une autre espèce plutôt, qui a une écologie un peu plus ample, mais qu'on peut retrouver dans cet habitat, c'est Carex ostiana, avec un H, un Hostiana. Lui, je pense il n'y a pas 40 000 trucs à dire dessus, puisque la photo est pas du tout explicative, puisqu'elle est de travers, mais c'est un carex qui a toujours une tige très droite et des épis femelles sessiles, hein, on le voit bien ici, avec des gros utricules. Donc là, on devine de loin pour faire la remarque avec le lien avec les remarques qui ont été faites avant, qu'il y a 3 stigmates, on n'a pas besoin de les compter vu la taille des utricules. Il se confond avec une autre espèce qui est Carex distans et aussi Carex expansa. Alors expansa, il est dans le sud, hein, il est dans le sud de la France, donc, et pas du tout dans ses habitats, c'est plutôt un truc de bord de mer. Donc on va plutôt risquer de le confondre avec distance, qui, comme son nom l'indique, porte des épis femelles qui sont très écartés les uns des autres. Je crois que la clé, d'ailleurs, demande de mesurer la distance entre les différentes inflorescences femelles. Donc voilà, ça c'est Carex ostiana, très classique aussi dans cet habitat. On peut le trouver dans les prairies, prairies engorgées aussi, hein, ça arrive aussi. Ensuite, le célèbre Carex vesicaria. Ça c'est un gros machin avec des gros utricules qui est pas compliqué à déterminer. Il y a juste une autre espèce, excusez-moi, j'ai vraiment du mal avec ma souris.
Une autre espèce qui les ressemble, c'est Carex rostrata. Donc là, c'est vraiment les deux, hein, Vesicaria rostrata. Et là, pour faire la différence, il faut regarder un utricule, ici. Bon, là, on voit pas, j'aurais pu mettre une photo en détail. Alors, en fait, c'est en fonction, la différenciation se fait en fonction de comment l'utricule se rétrécit en bec. Donc, est-ce que c'est de manière, je vais d'illustrer avec ma souris là, est-ce que c'est de manière très progressive, comme ça, ou plutôt brusquement en bec et que ça repart après dans le bec. Voilà. Ça, c'est juste le petit critère, le petit détail, mais sinon, c'est assez facile à identifier. C'est des grosses espèces rhizomateuses aussi, ça forme pas du tout de touffes denses. Et ça peut parfois être très recouvrant, puisque ça m'est arrivé de voir en Savoie des bas marais où il y avait en recouvrement quasi exclusif Carex Vesicalia et Carex nigra. Donc voilà, ça peut former des belles étendues homogènes. Là, on change, hein, on reste dans des habitats très engorgés, mais on va plutôt dans les habitats acides. Donc là, c'est illustré par Carex dioica, qui est aussi un des rares. Oui, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit monoïque, mais c'était dioïque, pardon, du coup. Du coup, c'est aussi Davaliana, c'est un Carex dioïque, et ici, c'est donc Carex dioica qui est également dioïque avec des pieds mâles et des pieds femelles. Et comment ils se différencient les deux? Bah, déjà, on voit que les utricules, là, ils sont remontés vers le haut. Tout à l'heure, c'était bien perpendiculaire à la tige, et là, ça suit le sens de l'inflorescence. Et puis, évidemment, hein, si on est sur des milieux très calcaires, ça peut pas être Davaliana, ça va être euh, très calcaire, ça va être Davaliana, pardon, ça peut pas être Dioica, et si on est sur des milieux très acides, ça va être Dioica. Donc lui, normalement, il pose pas de problème pour la détermination. Ah, voilà. Donc ça, c'est un autre Carex du groupe qu'on a vu avant, du groupe Viridula. Lui, c'est Carex demissa. Euh, je, je pense que c'est le plus commun dans les milieux acides, le plus commun de ce groupe. On peut avoir Flava en montagne, mais ou Viridula aussi, Viridula ou Demissa. Après, pour les différencier, là, il va falloir ressortir les clés, puisqu'ils ont tous des épis sessiles. Je crois qu'il peut l'avoir un peu des épis pédonculés, mais bon, c'est assez compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais il faut regarder, faut bien s'accrocher, prendre une loupe et regarder la clé. Il n'y a pas beaucoup d'espèces, donc il faut s'accrocher, ça va assez vite hein, quand on est dedans. Et donc là, on retrouve les critères du même groupe. Donc c'est une inflorescence très compacte, avec des épines partout, des trucs qui partent dans tous les sens, qui ressemblent à des épines plutôt. Et voilà, lui, il est aussi cespiteux, une petite espèce qui fait 10 cm, 15 cm maximum, et qu'on retrouve qui est très courant. Celui-là, je l'ai vu à côté de Lyon, je l'ai vu dans Lozère, dans les Pyrénées, bon bref, il est assez commun. Bon, voilà, un grand classique, Carex equinata, la lèche hérisson. Bon, je vais pas m'attarder sur celui-là puisqu'il est très aisé à reconnaître. Déjà, l'écologie est assez stricte, hein, les pieds dans l'eau sur l'acide. Et donc ça, c'est un carex homostaqué. On revient un peu au mot de tout à l'heure. Homostaqué puisque les inflorescences, les fleurs mâles sont avec les fleurs femelles. Donc là, sur cet épi particulièrement, c'est bien illustré puisque en haut, là, on doit avoir 3 ou 4 fleurs mâles qui rebiquent, hop, et puis après, ça part en fleurs femelles qui forment ces utricules. Voilà. Donc ça, Carex equinata, pareil, aucun problème de détermination. Alors là, on va dans les pelouses calcaires sèches. Là, il n'y a pas beaucoup d'espèces, hein, mais il faut un peu s'y tenir parfois. Donc là, on a Carex cariophyllacea, un grand classique. Ici, c'est Carex flaca. Lui, pareil. Alors lui, vous allez le retrouver partout. Je l'ai mis dans cet habitat, puisqu'on le retrouve là, mais on peut le retrouver aussi ailleurs. En maman, on le verra plus tard. Comment il se reconnaît, lui, en facile? Il est glauque, déjà. Il forme des colonies lâches. Et puis la maturité, donc ça c'est pas encore 100% le cas, mais on l'aperçoit déjà, les épis femelles en fait ils pendent. Donc ça fait des trucs très penchés comme ça, glauques, il n'y a aucun problème à déterminer. Euh, Ça c'est un autre carex de pelouse sèche, c'est Carex aleriana. Lui c'est un carex précoce, comme le carex Cariophyllacea qu'on a vu en haut. Donc aleriana, lui pour l'identifier, ouais, je pense que ouais, pas trop de problème à mon sens hein, pour l'identifier. Donc c'est hétérostaqué, en pelouse sèche, très cespiteux en début de saison. Voilà. Il est plus dense que Carex cariophyllacea qu'on a vu tout à l'heure. Et là, un petit dernier qui doit être, je pense, Carex humilis, hein.
avec, avec les inflorescences femelles qui sont réparties le long de la tige d'une manière très particulière, qui sont serrées, les fleurs qui sont serrées directement sur la tige. Lui, c'est, je pense, un des plus petits carex de la fleur française. Et voilà, il pareil, très précoce, hein, on peut le voir dès maintenant, on peut le trouver, hein, je pense, en début de floraison dans les endroits chauds et secs. Ensuite, les pelouses, prairies humides, chemins, fossés, bon, voilà, là il y a plusieurs habitats hein, qui ont un peu rien à voir les uns avec les autres, si ce n'est que c'est des habitats un peu frais, mais l'exposition au soleil varie, etc. Mais c'est juste pour vous présenter des espèces un peu plus ubiquistes, c'est-à-dire qui sont moins exigeantes en termes d'écologie. Donc lui c'est Carex divulsa, alors c'est certainement le premier ou deuxième, ou peut-être le troisième max. Carex que vous allez voir hein, dans l'ordre, parce que c'est dans votre parcours, parce que c'est le très commun. Donc lui il forme des touffes, et puis c'est des inflorescences très fines, très grêles, très longues, et puis il y a plein de fleurs mâles, femelles mélangées, hein. C'est un Carex homostaqué toujours, pareil, aucun problème normalement pour celui-là. Il y a d'autres espèces dans ce groupe-là, dans la section. Alors la section c'est Phaestoglockin, bon on s'en fiche. Mais les autres ont des inflorescences plus ramassées en haut, donc je pense hein, au Carex Muricata, Perae et des autres. Mais lui il est facile puisque les épis sont tous écartés les uns des autres, et voilà. Carex flacca qu'on a vu juste avant, qu'on retrouve hein, très largement dans les fossés et les bords de route. Alors là, un autre Carex, pour le coup, lui, il est tout aussi facile à identifier, avec un seul critère très simple, c'est que là, on ne le voit pas très bien, mais on l'imagine, c'est que l'utricule n'a pas de bec. Donc, hein, je vous illustre avec mes mains, si vous les voyez, ça fait l'utricule se termine, il n'y a aucune prolongation en bec, et les stigmates dépassent directement du bout. Donc c'est Carex palescens. Lui, il apprécie les lieux plutôt frais, pas humide, pas trop humide, mais pas trop sec non plus, c'est un peu voilà, entre les deux. Et normalement, en regardant bien ce critère, hop, en premier coup d'œil, il s'y trouve très facilement, il s'identifie très facilement. Bon, les forêts, alors bon là c'est un peu compliqué de parler de forêt puisqu'il y a énormément de types de forêts différentes et de situations géographiques différentes, etc. Mais bon, je vais essayer de vous mettre 3-4 espèces qui sont un peu communes, sauf évidemment la première, pour, pour me contredire tout seul, qui est Carex brisoides, qui est pas si courante que ça, mais très jolie, hein, avec là voilà, on voit toutes les inflorescences très caractéristiques, cette couleur un peu pâle, voilà, Carex brisoides. Ensuite, bon voilà, simplement le deuxième plus classique des bois, hein, c'est Carex, enfin le premier, on va dire le deuxième après, c'est Carex sylvatica. Bon, je pense qu'il n'y a pas 40 000 trucs à dire sur celui-là, il forme des petites touffes un peu rassemblées les unes aux autres, et il pousse vraiment dans les sous-bois bien ombragés. Et normalement pas de problème pour l'identifier celui-ci. Une fois que vous l'avez vu une fois, vous l'aurez dans l'œil directement. Un autre Carex, alors lui, bon, un peu plus rare, mais ça peut arriver de le trouver, c'est Carex depoperata. Alors depoperata, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas ce qu'on voit qui est facile pour l'éliminer enfin, pour le trouver, qu'on le rencontre, c'est qu'en fait les épis femelles, comme ici illustré, euh, sont pauciflores, hein, donc il y a très peu de fleurs, et ça forme ce truc, cette inflorescence où on a l'impression d'être sur un escalier en fait, hein. Mais voilà, une très belle espèce. Euh, c'est des plombs, mais moi je l'ai vu qu'une fois en Ariège, mais même là-bas c'était super rare. C'est la deuxième mention pour le département, donc c'est pas commun, je sais pas trop. Je pense que c'est plus courant dans le nord de la France que dans le sud, hein, visiblement, mais c'est plus. Là c'était en sous-bois acide. C'était une hêtraie acide, hein, une jeune hêtraie acide. Voilà, ensuite Carex montana. Bon, l'inflorescence globalement noirâtre, agglomérée. Lui, voilà, c'est un peu dur à retenir juste sur cette photo puisqu'il n'a pas un critère qui différencierait particulièrement des autres Carex, mais voilà, c'est un Carex que vous pouvez retrouver dans les forêts claires et chaudes pour le coup, rien à voir avec des Poperata avant. Et ouais, lui il n'est pas en tout, hein, c'est une petite colonie, généralement pas très dense, mais avec pas énormément d'individus. Voilà, Carex montana, on pourrait le confondre avec pas grand chose en fait, puisque les autres qui lui ressemblent, ils sont cespiteux, donc je pensais à l'Ariana par exemple, ou Pilulifera. Et un dernier, donc là, on en a vu un tout à l'heure, si vous vous rappelez, c'était Carex ornithopoda,
qui lui ressemble. Ça, c'en est un autre, c'est Carex digitata, donc c'est le même groupe. Lui, très commun en forêt, hein. On le retrouve assez souvent. Comment il se reconnaît? Bah, comme son nom l'indique, c'est digitata, c'est digité, donc vous avez plusieurs inflorescences qui partent comme les doigts d'une main. Bon, là, elles sont collées entre elles. Pardon, du coup, on voit pas très bien ce critère, mais normalement, il est assez facile à déterminer. Et les autres, en fait, les autres carex de ce groupe, hein, donc Ornithopoda et Ornithopodoides, sont des carex déjà beaucoup plus rares en montagne et pas du tout en forêt, ou du moins un peu moins en forêt. Donc, normalement, pas trop de risque de confusion. Ici, hop, je me tords la tête avec vous. Nous avons Carex pilulifera, je pense. Un léger doute, mais je pense que c'est lui. Donc ça, c'est... Oui, c'est ça, ouais, c'est pilulifera. Ça, c'est un Carex de forêt acide, hein. Très acide. C'est spiteux. Il ressemble beaucoup à Aleriana. Aleriana, c'est sur calcaire. Et pilulifera, c'est sur sol acide. Donc on devine la pubescence des utricules. Les petits poils un peu partout, là, on les devine un peu. C'est comme je l'ai montré les premières photos qu'on a vues, un utricule à l'albino. Donc voilà, calcaire, ce sera Aleriana. Et sur sol acide, ce sera Carex. Pilulifera, pardon. Je me perds un peu dans les noms. Celui-là, alors cette photo elle n'est pas de moi, mais moi je l'avais vu dans les champs barrants des forêts de châtaigniers et de chênes sur sol extrêmement acide dans l'Isère. Et voilà, donc ça c'est Carex pendula. On l'a vu au tout début, pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est un énorme Carex, je pense que ça doit être le plus grand Carex. Ah non, quoique c'est en Touradon. Mais bref, ça en tout cas un énorme Carex qui, comme son nom l'indique, pendula, il y a tout qui tombe, hop, les inflorescences elles penchent. Et voilà, celui-là, aucun problème à déterminer, une énorme touffe. Donc un Carex aussi spiteux, voilà. Alors ensuite, bon, on va terminer avec ça, hein. Ça, je vais vous montrer quelques petites espèces protégées, puisque évidemment, qui dit de nombreuses espèces et des espèces inféodées à des habitats particuliers, et bien forcément, on va avoir des espèces protégées, puisque c'est lié à la perte des milieux. Donc là, on commence avec un Carex de montagne, un Carex atrofusca. Lui, il n'y a normalement pas de problème d'identification, sauf peut-être avec Frigida ou Parviflora. Mais celui-là, il a les inflorescences quand même beaucoup plus grosses et puis il est accessoirement 10 000 fois plus rare que les deux cités précédemment. Et il pousse que en montagne, dans des habitats très ouverts, en pelouse, et en Ardèche, je pense. Voilà, là, je vous ai mis des cartes pour cela, hein. Donc là, on voit bien que c'est seulement que dans les Alpes. Je crois qu'il y en a plus de l'autre côté de la frontière, en Italie. Et voilà, un très peu commun, une très belle espèce. On met la photo pour le plaisir des yeux. Hop, Carex atrofusca. Ensuite, Carex bicolore. Alors là, c'est pareil, hein, merveille absolue. Carex qui se développe uniquement protection nationale, et lui il se développe au bord des torrents, hein, en montagne. Donc ne cherchez pas si vous êtes en pelouse, dans des éboulis, vous avez aucune chance de tomber dessus. Il faut vraiment aller fouiner sur les abords des torrents. Je pense qu'il est encore plus rare. Ah non, raté. Il est un peu plus commun. J'ai une chance sur deux. Mais voilà, il est en montagne. On le voit même dans les Pyrénées, celui-là. Donc là, on est dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc on le retrouve. Je sais même pas qui redescend jusque-là. Bah, c'est une espèce vraiment belle. On l'a cherché vers le Mont d'Iso cette année. On l'a pas trouvé, on a fouiné un peu sans l'avoir vu, mais bon voilà. C'est un très beau taxon qui porte bien son nom, hein, Carex bicolore. On devine vite pourquoi. Alors, là, c'est un Carex qui pousse uniquement dans des bas marais alcalins, qui a deux choses très particulières. Déjà, c'est que sur ces inflorescences, les fleurs mâles sont à la base et les fleurs femelles sont en haut. Donc, ça donne ce truc très particulier en fin de saison, quand les utricules sont formés, puisqu'ils se développent, ils prennent de la place en grossissant, et les fleurs mâles, pardon, plutôt, à l'inverse, vont plutôt se refermer. Donc ça forme cette espèce de torche très particulière avec une allure très atypique. Donc ça, c'est Carex buxbaumi, hein, la lèche de Buxbaum, bas marais alcalin. Lui, par contre, impossible de le trouver ailleurs. C'est vraiment une espèce très stricte en conditions de développement. Et on devine, alors il faudrait vérifier, hein, mais je pense qu'il n'y a que deux stigmates, puisqu'on voit les utricules qui sont tous très plats.
Donc après, quand on aura terminé, j'irai vérifier, hein, pour voir si ça marche. Mais voilà. Donc j'ai dit qu'il y avait deux choses intéressantes avec lui, en fait, que j'ai dites, hein, voilà, c'est qu'il pousse dans des milieux très spécifiques, il est d'amarré alcalin et qu'il a cette forme très atypique. Ensuite, en regardant la photo, euh, voilà, donc ici, là, on est autour de Gap. Là, il y a ma souris, hop, là c'est Grenoble, ici, et puis on descend vers Gap. Donc c'est autour de Gap, hein, principalement. Après, il y a des stations un peu dans le Jura, et puis hop, un peu plus là-haut, dans le Grand Nord. Et il y a des stations qui sont notées ici, dans les Pyrénées. Alors ça, je pense qu'il va falloir vérifier si les données sont vraies, puisque dans les Pyrénées, il me semble que c'est son vicariant Carex Artmani, qui va être renommé Hartmanorium, puisque historiquement il a été dédié à la famille Hartmann, donc en latin on ne dit pas, ça se conjugue pas Hartmani, ça se conjuguerait Hartmaniorum, donc normalement ça va être révisé très bientôt et rechangé. Et l'espèce a été découverte dans les Pyrénées-Orientales en 2011, hein. Donc c'est très récent comme découverte, donc voilà, il faudrait vérifier si les stations qui sont là-bas, je ne sais pas où exactement, sont des stations de Buxbaumy ou de Hartmaniorum. Mais voilà, ça c'est un carès qui est vraiment rare, comme la carte l'indique. Bon, alors lui, c'est hein, la légende des Alpes, hein, c'est Carex glacialis. Alors, Carex glacialis, il a une particularité au niveau de sa répartition, puisqu'en fait, il a été découvert en France il n'y a pas si longtemps, il y a 15 ans, je crois. Et en fait, il se développe en Europe que dans le nord, quoi. En Norvège, il est assez commun là-bas, mais ici, pas du tout, quoi. Et du coup, ça indique, c'est une relique en fait hein, des temps des ères glaciaires. C'est assez étonnant de voir cette espèce-là. Et du coup, il y a aussi une chose assez étonnante qui a été faite, c'est que la liste des espèces protégées au niveau national a été modifiée juste pour lui, quoi. Donc ils ont rajouté cette espèce, ils ont fait je sais pas comment ça s'appelle, un amendement ou un review de la liste pour rajouter ce carex qui était évidemment extra. J'ai pas du tout compris. Il y a eu une baisse de niveau Ah, sonore. ah, pardon, je disais que Voilà. c'est bon là? Ouais. Ouais, désolé. Je disais que cette espèce, elle vient à la base enfin, en Europe, on la connaît surtout dans le nord, hein, en Norvège, Suède, etc., Mhm. qui pousse dans les mêmes conditions. Et en fait, quand elle a été découverte en France il y a 15 ans, ils ont mis à jour la liste des espèces protégées pour la mettre dedans. Et c'est quand même assez extraordinaire Ok. parce que le nombre de papiers qu'il faut et de directives pour changer une liste d'espèces protégées, c'est assez phénoménal et c'est pour ça qu'elles sont peu à jour, c'est parce que personne ne Mhm. veut s'en occuper. Et qu'ils l'ont changé juste pour ce taxon, c'est assez emblématique et assez beau, hein. Donc voilà, Carex glacialis, c'est une merveille qui se développe, hein, comme on le voit. C'est très 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 localisé, c'est en Haute-Savoie, juste sur quelques stations autour du mont Cenis, je crois. Donc c'est vraiment. Bon, voilà, il faut aller en Norvège et là, c'est déjà plus commun. Bon, alors là, un autre Carex, lui c'est Carex limosa. La lèche hein, des tourbières, on dit. Euh, oui, enfin, je pense pas qu'on puisse la confondre avec l'autre espèce, hein. Il y a juste deux trois petites inflorescences très fines avec une dizaine de fleurs femelles. Et après, c'est l'inflorescence mâle en haut. Ça pend et ça pousse évidemment exclusivement dans les tourbières acides. Ouais. Et ça, c'est vraiment une très très belle espèce. On peut retrouver dans les tourbières autour de Grenoble, hein, dans le massif de Beldon. Mais là, on regarde la répartition, voilà, c'est déjà un peu plus commun. Mais bon, la géologie parle bien, hein, massif granitique, siliceux, etc. Tout ce qui donne des sols acides. Et voilà, la Carex limosa, très 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 belle espèce. Ensuite, alors lui c'est un peu un mystère. Il s'appelle Carex cespitosa. Personnellement, je l'ai jamais vu. Il est vraiment très 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 rare en France. Et il est protégé en Languedoc-Roussillon, mais il est quasiment pas présent en Languedoc-Roussillon. Et là, je vois qu'il y a quelques points ici. Bon, cette année, je vais peut-être essayer d'aller faire un tour, voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, c'est un carex qui est vraiment très rare. Et voilà, je l'ai illustré, c'est un peu un mystère cette espèce pour moi. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, personnellement non. Non. Voilà.
Voilà. Carex cespitosa, je vous le remonte, il ressemble. Alors lui, on peut le confondre hein, évidemment avec le groupe Elata et tout, hein, qui ont un peu la même gueule, ou les Nigra qui sont cespiteux. Euh, Là, il faut reprendre les clés pour regarder. Moi, personnellement, je ne sais pas l'identifier puisque je ne l'ai jamais vu. Et un petit dernier pour terminer la diapositive. La diapositive, donc ça, vous l'avez sûrement reconnu, c'est un carex qui se développe dans des. Alors déjà, identifier, hein, c'est pas compliqué. Les inflorescences au début, elles sont tout en bas de la tige, tout en bas de la touffe. Une carex cespiteux, on le voit bien, le caractère en souche. Et juste en dessous de l'inflorescence, si vous tombez dessus un jour, vous pouvez toucher, c'est scabre. Donc scabre, ça veut dire que ça pique hein, dans un sens, comme des poils de barbe qui viennent d'être rasés. Et il a cet aspect, bon là, c'est pas très bien illustré parce que ça c'est un jeune floraison, mais on voit vraiment les utricules très longs, les becs très longs, c'est vraiment magnifique. Et lui, il se développe dans les habitats humides calcaires. Voilà. Donc là, j'ai mis une petite répartition, une petite carte, hein, c'est pareil. Il y en a vraiment peu en France. Il y en a qui poussent. Voilà. Moi, je l'ai jamais vu. Pourtant, je suis allé visiter un spot où il avait été mentionné, au-dessus de Clermont-Ferrand, hein, chez Eric, pour ceux et celles qui le connaissent, qui m'avait invité chez lui. Puis il y avait des belles zones humides à côté. Du coup, je suis allé faire un tour. Mais malheureusement, je ne l'ai pas vu puisque c'est une espèce très discrète. Voilà. Donc là, il y en a dans le nord aussi, on observe. Et, euh, et puis voilà, je pense que c'est terminé.